Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable, et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, je reçois Héloïse Boll dans le podcast. Elle est l'auteure du livre « Les bons comptes font les bons amants », paru au Cherche Midi. Elle est aussi conseillère en gestion de patrimoine au sein de sa propre société, Oseille et compagnie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un épisode sur l'argent dans le couple, parce que pour moi, c'est un sujet explosif. L'argent, c'est un motif majeur de discorde et même de rupture au sein des couples. Il est même cité comme motif de divorce numéro 1 dans plus de 10% des cas. Pourquoi ? Sûrement parce qu'on ne parle pas suffisamment d'argent au sein des couples. L'argent, c'est tabou, c'est un tue-l'amour. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens ressentent dans le couple. Alors qu'au contraire, l'amour, c'est beau, c'est noble, c'est rose, c'est fleur bleue, c'est romantique. Du coup, ça devient particulièrement gênant de parler d'argent au sein d'un couple. Héloïse a décidé d'écrire ce livre quand elle a vu les dégâts financiers qu'avait provoqué un divorce ou une séparation dans son entourage et notamment sur les femmes. Elle est allée interviewer des avocats, des notaires, des thérapeutes et des spécialistes des questions d'argent ou de couple pour écrire ce livre, qui est du coup largement dédié à la vulgarisation des règles de droit en matière de régime d'union. En gros, elle nous dit tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se retrouver sur la paille au cours de sa vie et ne pas subir une relation dans laquelle l'argent n'est pas un sujet de conversation libre et dépassionné. Ensemble, pendant un peu plus d'une heure, on a parlé de la difficulté qu'ont les couples à parler d'argent, de la répartition de l'argent dans le couple et la répartition des rôles de chacun dans le couple. On a aussi parlé des différences de salaire et d'attitude vis-à-vis de l'argent qui ont un impact fort sur la gestion qu'on peut avoir au quotidien. On a parlé de notre héritage familial et de l'influence de cet héritage sur notre propre relation à l'argent aujourd'hui et au sein de notre couple, des pièges des différents régimes d'union matrimoniale et on a aussi parlé des grosses erreurs à éviter, à ne pas commettre pour s'éviter des déconvenues quand on se sépare. Avant d'embrayer sur l'épisode, je voulais remercier tous ceux qui ont laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et notamment celui de MichMich44 qui dit « Delphine partage son savoir et sa passion de façon communicative dans ce podcast. Je n'ai pas encore écouté tous les épisodes, mais c'est une mine d'infos et d'inspiration pour prendre en main ses finances personnelles à partager sans limite. » Merci à toi MichMich44 et maintenant, place au sujet du jour avec Héloïse Boll. Bonjour Héloïse. Bonjour Delphine. Écoute, je suis super contente de te recevoir. Pour la petite sauce interne, c'est la première fois que je fais une interview en face à face pour le podcast et c'est bien plus agréable, je dois dire. Je suis très honorée. Alors Héloïse, moi je t'ai découverte en écoutant des émissions de radio parce qu'il se trouve que tu as écrit un livre qui est sorti en mai dernier, qui a été publié en mai dernier aux éditions du Cherche Midi, d'ailleurs que j'ai sous les yeux, qui s'appelle « Les bons comptes font les bons amants ». Et c'est juste au moment où je lisais ce livre que je t'ai contacté et que tu as accepté de faire cet épisode sur l'argent dans le couple. Tu m'arrêtes si je me trompe, donc tu es conseillère en gestion de patrimoine. Oui. Tu es fondatrice de ta propre société de conseil, du coup, qui s'appelle Oseille et compagnie. Mm-hmm. Et puis tu as un passé d'ancienne journaliste de presse économique, d'où l'expertise sur les sujets d'argent. Oui, bon, je me suis formée à l'université aussi. Ouais. J'ai fait un master en gestion de patrimoine après, mais oui, je connaissais déjà pas mal le sujet. Comment ça t'est venu l'idée d'écrire un livre sur ce sujet ? En fait, j'ai 45 ans et j'ai été bercée, moi, par un discours un peu féministe qui était une femme ne doit jamais s'arrêter de travailler, il faut faire attention, il faut être indépendante financièrement, etc. Donc pour moi, c'était complètement intégré. Mais je me suis rendu compte avec les années, et notamment depuis que j'ai à peu près 40 ans, qu'autour de moi, il y avait certaines personnes qui avaient fait des études, qui avaient probablement été bercées par le même genre de discours, il faut que les femmes restent indépendantes, etc., et au moins sur le plan financier, et qui pourtant
avaient arrêté de travailler ou arrêté quelques années et puis ça s'était prolongé, etc. Et arrive l'heure des premières séparations et des premières vraies catastrophes financières en fait. Et c'est en voyant quelques catastrophes autour de moi que je me suis dit c'est bizarre, les choses n'ont pas tellement changé depuis 30 ou 40 ans, depuis la génération de nos mères en fait. On voit encore des femmes souvent se retrouver dans la panade parce qu'elles ont été soit fleurs bleues, soit naïves, soit qu'elles ont voulu s'occuper de leurs enfants. Il y a plein de raisons pour ça, sauf que très souvent, ce sont elles qui se retrouvent vraiment dans la panade après une séparation. Et je me suis dit, il y a trop de choses auxquelles les gens de mon âge et des gens plus jeunes ne font pas attention, alors qu'ils ont des exemples devant eux, la génération d'au-dessus et celle d'encore au-dessus qui devraient un petit peu les alerter, et que ces gens-là ne font pas attention. Donc il ne faut pas qu'ils se laissent surprendre. Et du coup, j'ai voulu lancer une petite alerte en disant attention, soyez quand même prudents sur ce terrain-là parce qu'on peut se retrouver avec des situations très très déséquilibrées et que c'est quand même un peu embêtant. Parfois, c'est même très préoccupant et ça peut être très précarisant pour la personne qui se retrouve sans rien ou avec très peu. Donc, il faut faire les choses en connaissance de couple. Il faut faire un beau lapsus. Il faut faire les choses en connaissance de cause. C'est très bien d'être amoureux, c'est formidable. Enfin, on fait plus de mariage de raison aujourd'hui. On n'épouse plus le fils du voisin pour ses terres. On fait des mariages d'amour et c'est très bien. Mais il faut pas en oublier de protéger un peu ses intérêts parce que il peut arriver des situations très très compliquées. Dans les situations que tu décris, bon, clairement on met les pieds dans le plat, on parle de la vulnérabilité de la femme dans le couple vis-à-vis de l'argent, donc c'est fort que ça a été ton moteur pour écrire ce livre. Et du coup, t'as l'impression que les choses n'ont pas forcément évolué malgré le fait qu'on est massivement... Enfin, les femmes travaillent massivement. Tu trouves que la vulnérabilité de la femme en cas de séparation, et puis c'est peut-être parce que déjà il y a beaucoup plus de séparations qu'il y a 30 ou 40 ans, est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie ou qui est juste peut-être encore plus violent dans notre société actuelle qui pouvait l'être avant Je saurais pas te dire. Bon, d'abord, c'est pas un phénomène qui touche que les femmes. Il y a aussi des hommes qui peuvent se retrouver très précarisés, mais dans les exemples que j'ai autour de moi, j'aime pas trop donner raison aux clichés, mais malheureusement, il faut quand même constater et admettre que les plus touchées, souvent, ce sont les femmes. Je suis pas sociologue, mais c'est assez facile de comprendre que ce sont elles souvent qui passent à temps partiel, ce sont elles qui acceptent ou qui ont par envie deviennent freelance et donc ont des années plus ou moins flamboyantes. Quand elles ont un enfant, alors là je vais rentrer dans un schéma qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais finalement le fait de travailler à la maison fait que on se retrouve avec beaucoup plus de cette fameuse charge mentale et de ces fameuses tâches ménagères. Et bon, finalement, si on ne fait pas attention, on peut assez vite être envahi par la gestion du quotidien et de la famille et du foyer, et donc laisser un peu moins de place à son activité professionnelle et se retrouver avec un salaire qui diminue, etc. Enfin, c'est un schéma qui est assez classique. Donc souvent, ce sont les femmes qui sont un peu plus touchées. Je crois quand même voir que ce sont aussi souvent elles qui arrêtent un petit peu de travailler pour quelques mois ou quelques années. On commence à voir quelques hommes qui prennent des congés parentaux avec des réactions plus ou moins
bienveillante de la part des employeurs, ouais. voilà. Mais pour le moment, celles qui font un vrai break dans leur carrière, c'est plutôt les femmes. Je mets en garde de la même façon les hommes qui font le même genre de break. Hein. C'est pas forcément une mauvaise chose de faire un break. C'est un choix très personnel. Simplement, ça a des implications qu'il faut avoir en tête. Alors du coup, c'est quoi comment on en arrive à une situation où on n'a pas parlé d'argent, parce que c'est probablement ça qui fait que, en gros, c'était la lune de miel, quoi. Comme tu dis, c'est le mariage d'amour. On n'a pas parlé d'argent et du coup, on se retrouve dans des situations délicates. Bon, juste, on découvre en fait une réalité au moment de la séparation. Alors, c'est quoi le problème avec le couple et l'argent ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a en fait le fait de ne jamais en parler. Ça arrive, ouais. Vraiment. Il y a des couples où ça n'existe pas. T'as des exemples ? J'en ai eu qui m'ont été racontés par les thérapeutes de couple que j'ai rencontrés. Oui, parce que du coup, pour le livre, parce que là, je te coupe, mais t'as rencontré qui ? T'as interviewé pas mal de professionnels, non ? J'ai interviewé des notaires, j'ai interviewé des avocats, j'ai interviewé des conseillers en gestion de patrimoine. Ouais. Et j'ai interviewé des thérapeutes de couple parce que ça me paraissait important de voir à quel moment il pouvait y avoir des nœuds, en fait. Sur ce sujet de l'argent. Ouais. Sur ce sujet-là. Et en fait, de toute façon, le nœud, c'est assez simple. S'il n'existe pas pendant la vie amoureuse, à un moment ou à un autre, il est inextricable après la séparation. Donc, ou en tout cas, il conduit à des situations très difficiles. Donc, il y a les couples où on ne parle pas du tout d'argent, jamais. Et puis, il y a ceux où on en parle un petit peu et dès qu'on voit que ça devient un sujet, finalement, on met le truc de côté et parce qu'on n'a pas envie de s'engueuler, parce qu'on n'a pas envie que ça crée des conflits, des choses un peu qui traînent, etc. Donc on s'assoit un peu sur certains principes d'équité où on avale un peu son chapeau soit l'un, soit l'autre, parce que finalement, c'est pas la peine de lancer des débats compliqués et inutiles. Et puis en fait, ce genre de débat étouffé et enterré, il t'explose à la figure le jour où tu te sépares. Donc c'est quand même un peu dommage. Et puis il y a les couples où on en a parlé sans problème quand on s'est installé. Sauf que quand on s'installe, je te donne un exemple, tu peux avoir deux personnes qui gagnent à peu près leur vie de façon équivalente. Ouais. Entre-temps, il y en a un qui monte sa boîte, qui voit son revenu diminuer. Ou au contraire, il y en a un autre qui a une super augmentation, super promotion et qui devient riche comme un nabab. Et en fait, comme le fonctionnement du couple a toujours été sur ce mode-là, il ne change pas. Et du coup, celui qui a moins d'argent ne met pas un euro de côté, et celui qui gagne plein d'argent a beaucoup d'économies. Et finalement, comme la situation s'installe, personne ne voit pourquoi ça changerait. Surtout celui qui a beaucoup d'économies d'ailleurs. Et donc ce genre de situation, ça peut s'installer même quand on a réussi à en parler, parce que dans une vie amoureuse et dans une histoire, il y a l'un, il y a l'autre, il y a l'arrivée des troisièmes et des quatrièmes et des cinquièmes parfois, qui sont les enfants et qui changent en général radicalement les choses dans la façon dont on va gérer le budget et dans la façon dont on travaille et donc dont on gagne de l'argent. Et donc, si on ne remet pas les choses à plat au moment où il y a une situation lourde qui change, on s'expose encore une fois à de très graves déséquilibres. Il y a une phrase dans le livre que j'ai bien aimée, qui m'a marquée, c'était de dire que dans le couple, quand la femme parle d'argent, elle est intéressée, et quand l'homme parle d'argent dans le couple, il est mesquin.
Et j'ai beaucoup aimé cette... alors, c'est une des sociologues ou une des thérapeutes que tu as rencontrées qui... Violaine Godard, si je ne m'abuse pour la citer. Je trouve ça... Enfin, moi, je me suis énormément retrouvée là-dedans parce que c'est vrai qu'à chaque fois que ces sujets arrivent sur la table et que c'est moi qui dois les amener sur la table, c'est souvent moi de par ma position, ma relation avec l'argent, je me retrouve dans une gêne pas possible, la peur de passer pour une radine, ou à l'inverse, justement, quand il s'agit de parler d'équité et de répartition de l'argent, bah évidemment, comme je suis la femme et que c'est plus souvent, en tout cas dans mon histoire à moi, l'idée a été que je paye moins, puisque j'ai été amenée à gagner moins. Tout de suite je me dis mais je peux quand même pas mettre sur la table le sujet de tiens, et si je contribuais moins aux dépenses du couple, parce que ça faisait de moi, enfin j'avais l'impression que ça faisait de moi quelqu'un de terriblement intéressé, encore une fois, comme le dit Violaine Godard. Et j'ai l'impression que c'est là que se nouent les non-dits d'argent dans le couple, quoi. Ah oui, parce que en fait, c'est comme pas mal de sujets. En fait, il y a des tas de sujets dans les histoires d'amour qu'on voudrait bien éviter. Ça serait formidable si on n'avait pas besoin de payer les factures. Ça serait formidable si, quand on a un enfant, on n'avait pas besoin de changer ses couches. Ça serait formidable si on n'avait jamais aucun pépin de santé et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et si on prenait pas de kilos, enfin, et voilà, et si on n'avait pas des sujets d'argent à gérer, ça serait vraiment merveilleux. On serait dans un roman de Barbara Cartland ou dans un film à l'eau de rose, enfin, sauf que malheureusement la vraie vie c'est aussi les couches du petit dernier, faire la popote, avoir parfois des problèmes de santé et avoir des questions financières à gérer. Sauf pour une frange très très minoritaire de la population qui n'a pas de problème d'argent, mais c'est quand même très très minoritaire, donc c'est la vraie vie. Et effectivement c'est difficile d'en parler, mais en même temps c'est pas très mais j'ai l'impression qu'il y a en fait, je sais que le conseil c'est en parler le plus tôt possible. Et d'ailleurs, tu me diras, je veux bien ton avis sur à quel moment on doit vraiment parler, mais tu vois, dans mon histoire personnelle, je me dis, non, mais il arrivera un moment, on en parlera, il n'y a pas de souci. Et puis tu repousses, et puis il y a des choses qui deviennent ok à aborder, il y a des choses tu continues à les repousser, et puis en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que vraiment on finit par repousser pas mal de choses, quoi. Moi qui ai fait un épisode sur la procrastination la semaine dernière, tu vois, il faudrait pas du tout être dans cet état d'esprit. Du coup, on commence par où et à quel moment, quoi? Dès le premier date, on a matché sur Tinder, on va se voir dans un café, dis, tu fais quoi, tu gagnes combien? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un peu prématuré, mais... Bon, après, il y a des gens qui sont très à l'aise. Je vois que tu souris. Non, mais il y a des gens qui sont très à l'aise pour en parler dès le premier rendez-vous. Pour moi, ça pourrait presque avoir un côté un peu rédhibitoire, en fait. Je pense que c'est plus quand on commence à avoir vraiment une relation un peu suivie, qu'on voit bien. De toute façon, si on arrive à suivre le train de vie que nous impose l'autre, ou si au contraire on le voit toujours freiner des cas de fer à chaque fois qu'on veut aller dans un restaurant ou faire une sortie ou un voyage parce qu'on comprend qu'il est gêné. Enfin, ça doit être de toute façon abordé, parce que si on vit pas sur le même train de vie, il faut de toute façon aborder le sujet pour pas que ça devienne une source de conflit. Sinon, si tu laisses, à mon avis, déraper un sujet comme celui-là, ça explose en vol très vite. Mais ce qui est plus compliqué, et ce qui est surtout plus important, même si c'est plus dur, c'est d'en parler le jour où on s'installe. Bon, voilà, on va faire facture commune. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère ?
est-ce qu'on paye chacun son tour? Est-ce qu'on prend Est-ce que tu payes ça? Moi, je paye ça. Tu payes ça, on se répartit les factures. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ça te dit qu'on prenne... Je sais pas, moi, après, quand on s'installe, il y a aussi le choix de l'appartement et donc du quartier, etc. Parfois, il y a des gens qui sont déjà pas en phase sur le budget qu'ils veulent mettre ou sur ce qu'ils veulent pour tel budget. Et donc, c'est important d'en parler à ce moment-là. Quand tu as dit, surtout quand il y a des disparités dans le couple, ça m'évoque des situations de mon entourage, mais c'est vrai quand il y a des grandes disparités de revenus dans le couple, j'ai déjà vu des mécanismes de compensation par le cadeau. Celui qui gagne plus est un peu dispendieux, quoi. C'est-à-dire que non, on fait 50-50, parce qu'a priori, on partage le même appartement, on a la même consommation d'électricité, d'eau, et on mange la même chose dans le frigo, quoique monsieur, en général, mange plus, mais bref. Donc on fait 50-50 sur ça, mais par contre, chérie, je suis désolée, c'est un peu sexiste, c'est souvent monsieur, mais... Par contre, je te paye un resto de temps en temps, je te paye les vacances, etc. quoi. Et en fait, on peut y trouver son compte à un instant T, mais je me suis rendu compte en lisant ton livre que c'était dangereux parce que, en attendant, la personne qui se fait offrir plein de choses, elle ne met toujours pas d'argent de côté. On n'est toujours pas dans cette idée que... donc on équilibre entre guillemets le train de vie parce que l'un offre à l'autre, mais on pense pas du tout à l'avenir et à la protection pour le futur. Et il y en a un qui épargne, qui en plus est dispendieux et fait des cadeaux à l'autre, donc il a vraiment le beau rôle. Et l'autre participe à même hauteur aux frais du quotidien, mais n'a pas d'argent à mettre de côté. Et du coup on a juste oublié un élément dans l'équation, c'est l'épargne, quoi. Donc celui qui gagne moins, il se fait pas d'épargne. Et 5 ans, 10 ans après, quand il y a séparation, il s'est pas fait d'épargne, quoi. Donc c'est un peu on croit que c'est un bon système, mais en fait, c'est un mauvais système, quoi. Moi, je l'ai vu dans mon entourage et tu le décris dans le livre, quoi. Alors en fait, le système que tu décris, c'est peut-être le moins mauvais dans l'affaire. Enfin, c'est mauvais si la personne qui gagne le moins n'épargne pas du tout. Il y a des situations dans lesquelles elle épargne pas mal de façon assez indolore, c'est quand le couple a acheté sa résidence principale. Là, si la personne qui gagne le moins participe au remboursement du crédit, d'ailleurs, elle y a quand même très largement intérêt, elle a une épargne de toute façon assez lourde qui s'est mise en place de façon un peu naturelle. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gros déséquilibres quand le salaire de l'un augmente fortement et le salaire de l'autre pas du tout. Et donc, il faut faire assez attention et il faut alerter celui qui gagne beaucoup, qui n'a pas toujours conscience de cette réalité-là, en disant parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent, on a un train de vie qui est un petit peu monté en puissance parce que c'est vrai, on est plus à l'aise, c'est formidable, etc. Mais moi, pour suivre cette cadence de 50-50, je n'arrive plus à mettre 1 euro de côté. Là, c'est embêtant et là, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que, et en gros, la question, c'est est-ce que, c'est un peu difficile à mettre en avant, mais c'est est-ce que tu te soucies de mon avenir en dehors de notre vie à deux, si jamais il te prend l'envie de plus être avec moi un jour, ou si jamais il t'arrive quelque chose, est-ce que tu te soucies de ça ou pas? Et voilà, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir déjà du côté de celui qui n'épargne pas et qu'il faut que l'autre puisse avoir parce que c'est quand même malheureusement assez important de pouvoir avoir un peu d'argent de côté pour assurer un peu ses vieux jours et un petit complément de retraite, pour avant ça payer les études des enfants, pour faire face à un pépin X ou Y. C'est important d'avoir un peu d'épargne. Et je reviens un peu au sujet du quotidien. On a touché du doigt l'idée de comment est-ce qu'on s'accorde sur la gestion au quotidien. Donc effectivement, déjà, il faut réussir à en parler. Et tu le disais, il y a un moment clé qui est l'emménagement. Du coup,
je sais que moi, je suis dans un âge où la question s'est posée maintes et maintes fois pour moi, pour mon entourage, etc. Et il se trouve que moi, mon modèle familial, d'ailleurs, on pourra reparler de l'idée de qu'est-ce qu'on retire de son héritage familial. Moi, mon modèle familial, c'était le tout commun. Mes parents ont que des comptes communs, avec des différences de revenus dans le couple. Et moi, ça me semble être un modèle qui n'est pas du tout suivi, alors que dans le livre, je disais qu'il y avait quand même... Alors, tu me dis si je me trompe, mais 63% des couples qui étaient sur ce modèle-là du tout commun. C'est peut-être parce qu'il y a une majorité de couples qui sont pas de notre génération, de ma génération. Mais qu'est-ce que... j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore du tout commun ? Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme alerte sur cette façon de fonctionner ? Alors, le tout commun, oui, ça veut dire, en gros, ce qu'on appelle le tout commun, c'est des gens qui mettent tous leurs comptes en commun. Ouais. C'est pas toujours la même chose que d'avoir réellement tout en commun. Ouais. Parce qu'en fait, et inversement, tu peux avoir des comptes tout séparés si, par exemple, tu es marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, qui est le régime légal. En fait, tu t'imagines que tout est à toi, mais c'est pas vrai. Et donc, c'est le fait de se fier uniquement à ce qui est commun en se disant mon compte en banque est commun, c'est pas forcément le bon, le bon indicateur en tout cas. Chez les gens qui sont jeunes, aujourd'hui, on observe quand même, et dans les couples dans lesquels les deux travaillent, on observe souvent un fonctionnement avec un compte commun et chacun son compte par ailleurs. Ce qui, comme tu le dis, le jour où ils se marient, en fait, c'est vraiment une question d'organisation de la vie commune. Parce qu'en fait, si on se marie sur le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, en fait, qui est deux comptes séparés, un compte joint ou un seul compte commun, en fait, c'est plus ou moins la même chose, puisque... non. Oui, à partir du moment du jour du mariage, en fait, tout ce qui est gagné et qui n'est pas hérité ou donné par les parents est commun. Et rentre dans la communauté. Dans la communauté. Donc, c'est important de le savoir, en fait, parce que y a des gens qui font compte séparé depuis 30 ans en se disant « Oh, bah non, mais c'est bon, je suis tranquille, sur mon compte, j'ai ça et c'est à moi, ou ma boîte est à moi. » C'est plus embêtant. Et ces gens-là, en fait, ne savent pas que non, en fait, leur argent ne leur appartient pas en propre et qu'il appartient à la communauté. Oups, voilà. Inversement, on peut avoir un compte joint, mais si on n'est pas marié, bon, a priori, les sommes qui sont sur le compte joint, elles sont supposées indivises, c'est-à-dire qu'on dit que c'est 50-50, mais si l'autre meurt, par exemple, je donne un scénario catastrophe, eh bien la moitié du compte va aux héritiers et ne va pas au partenaire ou à la personne avec laquelle il vit en union libre. Donc il faut juste le savoir en fait. C'est pas parce qu'on a un compte en commun que l'argent est commun, et c'est pas parce qu'on a des comptes séparés que l'argent est séparé. Et on parlait tout à l'heure d'héritage familial, notre façon de gérer l'argent dans le couple, de parler d'argent dans le couple. C'est intéressant, dans ton livre, tu dis que ça, clairement, en général, ça se construit en lien avec l'héritage familial, les modèles de couple qu'on a eus de nos parents et puis les modèles de couple qu'on a eus autour de nous. Et donc, ça se construit en droite lignée ou en directe opposition avec ce schéma-là. Et surtout, cette notion de est-ce que j'ai vu dans mon enfance l'argent être source de conflit dans mon couple, chez mes parents ou dans les couples autour de moi, et du coup qu'est-ce que je fuis ou qu'est-ce que je cherche à reproduire moi-même dans mon propre couple, quoi. C'est assez intéressant, quoi.
Bah oui, c'est un peu fondateur en fait. Enfin, là encore, c'est pas ma spécialité, mais c'est évident que la façon dont on gère les besoins de la famille, les envies et le fait que c'était toujours un sujet sur lequel on est obligé de compter, de faire attention, etc. Comme dans beaucoup, beaucoup de familles. Ou au contraire, que ça a été absolument YOLO. n'importe quoi, l'opulence totale, etc. Bah, ça conditionne pas mal de choses. Il y a quand même quelque chose, c'est que même dans les familles où ça a été très facile sur les questions financières, aujourd'hui on dit que il y a cette fameuse peur du déclassement qui touche beaucoup de classes socio-professionnelles, et même quand la vie a été simple et qu'il n'y a jamais eu de considérations financières compliquées, certaines personnes ont tendance à faire quand même beaucoup plus attention aujourd'hui que leurs parents et que l'exemple que leur donnaient leurs parents. Bon, c'est une réalité, mais de toute façon, on est des générations où on a pas mal l'impression que certaines choses, en tout cas sur le plan financier, étaient plus simples pour nos parents que pour nous. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a 2 semaines, je faisais un épisode sur les retraites. Et on croit que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être moins sensibles à la question des retraites parce qu'on a des carrières de moins en moins linéaires, parce que de toute façon, parce que c'est dans longtemps, etc. Mais en fait, on voit que les retraités d'aujourd'hui ont très peu planifié et n'étaient pas forcément beaucoup plus prévoyants qu'on dit de nous. Au contraire, on observe même peut-être plus qu'on est un petit peu plus sensibilisé au sujet de préparer sa retraite, tout sujet de réforme mis à part, mais donc on est effectivement pas forcément moins prévoyants, moins précautionneux que nos aînés, nos parents, nos grands-parents sur ces sujets-là, quoi. On est beaucoup plus précautionneux. Tu confirmes. Mais ouais. je confirme, et on est beaucoup plus sensibilisé parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit attention, vous n'aurez pas de retraite. Alors bon, les gens qui peuvent être précautionneux le sont en général davantage. C'est malheureusement pas le cas pour tout le monde parce que quand tu as un revenu qui est très contraint, tu peux pas mettre beaucoup d'argent de côté ou tu peux pas en mettre de côté du tout. Et là, c'est un sujet. Mais la raison pour laquelle nos parents n'ont pas toujours anticipé ces questions de retraite, c'est aussi parce que c'était une génération qui a connu des années d'opulence et d'insouciance presque. Et d'insouciance. Enfin voilà, moi mes parents sont nés juste après-guerre. Honnêtement, alors il y a eu des petits accidents de carrière, etc. dans les années 90, comme beaucoup. Je pense que pour beaucoup, c'était leurs premiers accidents et les premiers problèmes qu'ils avaient. Parce que même quand ils vivaient dans des milieux simples, ce qui était le cas pour la moitié de ma famille, on se levait le matin, on cherchait du boulot, on trouvait dans la matinée. Donc c'était pas une vraie difficulté. Le travail, progresser dans une hiérarchie d'une entreprise, etc., et gagner correctement sa vie, finalement, c'était à la portée de vraiment pas mal de gens. Moi, je sais que le fait de voir mes parents tout mettre en commun, et mes parents n'ont jamais... L'argent n'a jamais été un sujet de tension ou de difficulté dans ma famille, et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai la facilité à en parler, même si j'ai quand même des gènes, une certaine gêne et un inconfort à aborder certains sujets au sein du couple, mais oui, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant d'aller questionner leur héritage familial pour voir quelle facilité ou quelle difficulté ils ont à aborder ces sujets-là dans le couple, justement, et revenons-en au quotidien, parce que c'est le cœur de... Ça me passionne ces sujets-là, et comment est-ce que tu crois que l'argent peut vraiment être un motif d'incompatibilité, oui, mais être un motif d'incompatibilité tel que effectivement on questionne notre compatibilité sur plein de plans,
avec notre moitié, d'ailleurs cette expression est horrible, mais est-ce qu'on s'entend bien sur le plan intellectuel, sexuel, est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce qu'on partage les mêmes passions, etc. Mais on se pose jamais la question de la compatibilité financière. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question si demain je rencontre quelqu'un, sur quoi on doit s'accorder, sur quoi on doit tilter à l'inverse par rapport à... Qu'est-ce qui peut éveiller un peu notre intellect sur « Ouh là là, j'ai l'impression qu'on va pas du tout dans la même direction soit c'est fuyons, soit c'est au moins discutons-en, quoi, parce qu'il y a un truc, il y a un loup à sortir, quoi. » Il y a quelque chose qui peut t'alerter pas mal, c'est de voir que vous ne dépensez pas du tout votre argent de la même façon. Il y a des gens qui vont laisser, je parle chez des gens qui ont des revenus corrects, qui vont flamber la moitié de leur salaire ou plus en resto, en choses que certains jugent futiles et parce qu'ils aiment se faire plaisir. Il y en a d'autres qui vont thésauriser beaucoup. Il y en a qui vont acheter des montres, des sacs à main, enfin il y a tout un tas de choses, mais peut-être que à la 15e montre ou au 20e sac à main, l'un ou l'autre peut être alerté et se dire mais que cache cette envie de sac à main. Non, c'est un peu caricatural, mais est-ce que en gros, où va l'argent et quel sens tu lui donnes et bon, là encore une fois, je suis pas dans mon c'est pas ma spécialité, je suis pas thérapeute, mais c'est quand même ça montre une certaine forme d'attachement soit à certaines valeurs très matérielles ou à un confort et un besoin d'être rassuré quand tu épargnes beaucoup. Souvent on dit que c'est aussi une façon de se rassurer sur l'avenir ou au contraire ça peut dénoter une insouciance totale si l'argent glisse entre les doigts et finalement, la question autour de tout ça, c'est pas tant l'argent que ce que veut dire l'argent et ce qu'il y a derrière, en fait, les tempéraments des personnes. Est-ce qu'elles sont inquiètes? Est-ce qu'elles sont légères ou très détendues? Est-ce que c'est pas forcément de la légèreté non plus? Est-ce qu'on considère qu'elles sont futiles? Est-ce que y a des gens qui aiment bien acheter des biens, des choses qui sont durables, un très beau mobilier qui va durer 30 ans, des très belles choses. Y a d'autres gens qui préfèrent acheter des petites choses peut-être un peu moins durables, mais parce qu'elles se disent qu'elles vont pas garder ce mobilier toute leur vie. Enfin, il y a toute une façon de voir les choses qui est derrière cette façon de dépenser l'argent. Et donc, dans le livre, je raconte cette anecdote qui m'a été d'ailleurs racontée par une thérapeute, qui est l'histoire du canapé. C'est un jeune couple qui va chercher un canapé chez un marchand de meubles bien connu, et le débat commence sur quel prix faut-il mettre dans le canapé. Et en fait... voilà, il y a celui qui dit on a besoin d'un canapé solide qui va durer et on n'en rachètera pas un toutes les 2 minutes. Et l'autre qui dit non mais on va déménager dans 6 mois, c'est pas la peine qu'on achète un canapé en or alors que il rentrera pas dans notre prochain appart. Et tout ça finalement est quand même assez symptomatique de la façon dont on voit les choses aussi pour la suite. Et est-ce qu'on n'a pas tendance à justement à relayer ces divergences au second plan en se disant bon, il aime bien acheter des canapés qui vont durer à 1500, 2000, 2500 euros, alors que moi j'en changerais bien tous les 3-4 ans et acheter le canapé à 300 balles, quoi. Est-ce que, évidemment, comme tu le dis, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça paraît un peu micro-symptomatique, mais en vrai,
c'est peut-être révélateur de choses qui peuvent créer des plus grosses frustrations, qui avec le temps vont se porter non pas juste sur un canapé, mais sur un matelas, sur l'achat d'une maison, sur, tu disais tout à l'heure, la localisation de on va habiter dans tel quartier plutôt qu'un autre, etc. Et puis finalement grossir et être source de conflits dans le couple, quoi. Bah oui, parce qu'au quotidien, malheureusement, on est obligé de dépenser un peu d'argent pour faire ses courses de nourriture, pour remplir le frigo, pour habiller ses enfants, pour se loger, pour partir en vacances quand on fait partie des chanceux qui partent en vacances. Et finalement, au bout d'un moment, s'il y en a toujours un qui veut partir aux Maldives et l'autre qui dit toujours mais non, on va partir faire du camping, faire du camping avec notre oups. Bref, faire du camping avec les loulous au bord de l'Ardèche, en Ardèche, ça va être compliqué parce qu'il va falloir à un moment trouver un terrain d'entente. Et si c'est toujours le même qui fait la concession et qu'on part tous les ans aux Maldives, ou à l'inverse qu'on part tous les ans faire du camping en Ardèche, malheureusement ça risque de peser un petit peu... ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, si on a les moyens de partir une fois de temps en temps aux Maldives, alors les Maldives c'est peut-être un exemple un peu caricatural, mais si on a les moyens de s'offrir de belles vacances de temps en temps, ça peut être quand même pas mal d'en profiter. Et à l'inverse, se dire qu'on a envie de faire d'autres choses de son argent et qu'on a besoin d'en mettre de côté, ou qu'on préférerait déménager dans une maison plus grande, etc., peut justifier qu'on parte plus souvent en camping en Ardèche. Et là encore, ce sont des choix de vie. Ouais. Et donc... on parle pour des gens qui ont encore une fois le choix et suffisamment de moyens pour avoir une maison et partir en vacances. Donc on parle déjà d'une partie petite de la population, mais ça montre un peu des choix de vie. Et donc si on n'est jamais d'accord sur ces sujets-là, c'est compliqué quand même. Dans la méthode budgétaire que j'ai réalisée, il y a une des premières étapes qui consiste à faire la liste de tout ce qu'on aimerait faire avec notre argent, tout ce qu'on veut financer. Et pour arriver à faire cette liste, je passe sur tous les détails pratico-pratiques, mais il y a vraiment la dernière étape qui est les projets, quoi, le rêve. Et qu'il faut absolument faire à deux quand on est en couple. Et ça fait partie de ces discussions d'argent, justement. C'est quel idéal de vie on veut, quel objectif de vie on veut, comment on fait pour y aller. Et quelque part, si on s'accorde sur un objectif de vie, ça peut aussi être plus simple de faire cet arbitrage entre vacances de luxe et vacances plus simples, par exemple. Mais tout est affaire de qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on s'accorde. Parce qu'en fait, tu le dis très bien dans le livre, la question c'est pas un jour c'est madame qui doit accepter d'aller aux Maldives et le lendemain c'est monsieur qui doit accepter d'aller en Ardèche. On n'a pas les mêmes envies. Soit c'est irréconciliable et ciao bye bye, on n'a rien à faire ensemble. Soit on peut trouver un terrain d'entente, mais on ne peut trouver ce terrain d'entente que si on en parle. Ouais, parce que si c'est bon, j'en parle pas, mais ok, cette année je vais lui faire plaisir, et que l'année d'après c'est bon, l'année dernière elle m'a fait plaisir, alors du coup cette année je vais lui faire plaisir, on va partir en Ardèche. C'est pas parler, ça s'appelle pas parler d'argent. Non, puis c'est pas très sympa si c'est pour y aller avec la soupe à la grimace, c'est pas non plus, c'est pas non plus l'objectif, mais en tout cas c'est pas nécessairement comme ça que je conçois la vie à deux. C'est quand même plus sympa si tout le monde est un peu enthousiaste, mais oui, de toute façon il faut en parler. Mais je pense malheureusement que quand on est avec des projets ou des envies aussi différentes que camping en Ardèche et séjour dans un resort aux Maldives, il y a déjà plus forcément grand chose en commun, quoi. C'est triste. Désolée pour tous les couples qui nous écoutent et dont monsieur va aller aux Maldives et madame va aller en Ardèche. Désolée. Malheureusement. Bon. Bref, passons. J'ai bien aimé dans le livre, il y a un questionnaire d'ailleurs pour éclaircir ces points communs et ces divergences en matière d'argent. L'idée, c'est de répondre ensemble à ces questions pour voir...
c'est pas un questionnaire Biba, à la fin on compte les points et on vous donne votre profil de score, ça n'a rien à voir, mais l'idée c'est, ok, c'est des questions qu'on se pose rarement en fait, ensemble, mais qui peuvent vraiment éclairer sur justement les points d'accord et les points de divergence. Et ok, je prends la première question. Quel matelas d'économie avez-vous besoin pour vous sentir à l'aise? 1000, 5000, 10 000, 100 000, etc. Effectivement, si moi je dis 1000 et que mon cher et tendre dit 10 000, à un moment c'est bien de le reconnaître. C'est bien de savoir que on n'a pas la même notion de sécurité financière et comment du coup on va faire en sorte que ce soit ok pour chacun quoi. Et quand moi ma sécurité financière elle est à 1000 euros, effectivement ça va expliquer qu'au-delà de 1000, moi je dépense, ce qui peut énormément augmenter le facteur de stress de l'autre parce que voilà. Et en fait c'est un petit questionnaire comme ça qui honnêtement est assez qui peut aider à vraiment voir quelle est notre compatibilité. Je sais pas, t'as d'autres exemples Si à la fin du mois votre compte est dans le rouge, est-ce que cela vous affecte? Voilà le niveau de stress vis-à-vis des comptes. Observez-vous attentivement les dépenses de l'autre. Ça, c'était à l'idée d'avoir un regard sur les dépenses de l'autre. Ça, c'est compliqué cette question-là parce que je trouve que ça fait partie des choses qui commencent à... C'est mon appréciation personnelle qui commence à devenir un peu limite en fait. Si on flique l'autre en permanence, c'est qu'il y a un problème de confiance en fait et qu'il y a un problème de, encore une fois, d'appréciation de ce que fait l'autre de son argent. Donc soit c'est pas bon signe parce qu'on trouve il ou elle fait n'importe quoi et que du coup ça complique un peu le quotidien et auquel cas il faut en parler. Je connais des situations dans lesquelles ça devient en fait un sujet de cachotterie parce que l'un ou l'autre est tellement irrité par les dépenses que fait son cher et tendre que ça devient un vrai sujet de conflit. Donc là on arrive sur une pente un peu dangereuse à mon avis. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en plus, tu cites des exemples où c'est un avocat qui te disait qu'il avait des couples en plein divorce dont l'un et l'autre n'avaient aucune idée des salaires de leur ex-conjoint. Donc là, on est dans un autre type de j'ai caché quelque chose à l'autre. Que là, on était dans... c'est pas du voyeurisme, mais c'est un besoin obsessionnel d'avoir un œil sur ce que fait l'autre. Donc là, on est plutôt dans un rapport totalement... clairement, on est dans un rapport malsain à l'autre et un rapport de non-confiance. Mais à l'inverse, il peut y avoir un niveau de cachotterie qui, lui, est totalement anormal, quoi. Oui, et qui est anormal et qui peut arriver en fait assez facilement parce que c'est ouf, ça me paraît tu changes hallucinant. de travail, tu vas travailler dans une entreprise où une entreprise qui gagne pas mal d'argent, où il y a tout un système d'épargne salariale qui est assez généreux, le tout couplé avec plusieurs années de très très bons résultats, etc. Finalement, si ce sont des périodes où tout va pas très bien, déjà comme c'est en général de l'argent qui est un peu bloqué pour que tu puisses profiter d'une fiscalité avantageuse, pour toi c'est comme si tu l'avais pas vraiment gagné, et puis finalement avec le temps, comme ça va plus très bien, t'as pas nécessairement envie d'en faire état de façon très forte, et finalement il arrive malheureusement que l'autre ne sache pas qu'en fait ton revenu c'est pas ton revenu, c'est ton revenu plus 20% depuis 4 ou 5 ans parce que t'as gagné beaucoup d'argent avec de l'épargne salariale par exemple, ou parce que ta rémunération variable a changé de système de calcul et que tu as fait de très bonnes années, et donc ça c'est un peu plus difficile à
À savoir, bon, le variable, il est intégré dans la déclaration de revenus, on paye des impôts dessus. Mais l'épargne salariale profite d'une fiscalité qui est beaucoup plus allégée, à condition de la laisser plusieurs années sur un compte spécial, etc. Et donc ça fait partie des petites choses qui peuvent être cachées, en tout cas passées sous silence assez facilement. Et puis finalement, bon, d'accord, ta moitié t'a dit, ah oui, j'ai changé de boulot, ou j'ai une promotion, ou j'ai... mais est-ce que vraiment pour autant ça s'est suivi d'une augmentation? Tu n'en sais pas forcément grand-chose, toujours. Puis après, il y a les personnes qui sont indépendantes ou qui ont des revenus aléatoires. Et alors là, va savoir si cette année, elles ont bien gagné leur vie ou pas. Tu sais pas nécessairement. Et puis, c'est d'autant plus facile de cacher, entre guillemets, volontairement ou pas, en tout cas, une partie de la réalité de sa situation financière que dans le couple encore aujourd'hui, il y en a toujours un qui délègue la responsabilité financière à l'autre. Souvent c'est les femmes, mais pas forcément en fait. Et alors des fois c'est je te délègue la responsabilité financière sur des sujets et toi tu me la délègues sur d'autres, ou des fois c'est carrément c'est monsieur qui gère, moi je m'occupe pas de ces choses-là. Et dans ce contexte-là, on imagine encore plus facilement que on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en fait, parce qu'on a vraiment volontairement remis les clés à l'autre du porte-monnaie, quoi. Et alors là, c'est alerte rouge en fait, parce que vraiment, ce genre de situation, finalement, crée toutes les conditions du marasme dans lequel on peut se retrouver plus tard. Et ça fait partie de mes Tes chevaux de bataille. C'est vraiment, on peut avoir des finances déséquilibrées, on peut avoir un qui gagne beaucoup plus que l'autre, etc. Il faut juste en parler, s'organiser, essayer de faire les choses de façon équitable. Mais ne pas savoir et déléguer complètement, c'est la porte ouverte à tous les débordements. D'abord, on peut se retrouver... je prends un cas extrême volontairement. On peut se retrouver avec une personne malhonnête. Malheureusement, ça arrive. Et on n'a que ses yeux pour pleurer. Et on peut s'en prendre qu'à soi-même, en fait. Parce que si on avait mis un peu plus son nez dans les comptes, on aurait vu que cette personne... malheureusement la personne avec laquelle on vit gagnait plus que ce qu'elle disait, mettait beaucoup d'argent de côté pendant que nous... On assurait une grosse partie du quotidien. Enfin, ça n'arrive vraiment pas souvent, mais ça peut être une situation qui arrive. Et dans ce cas-là, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Il faut quand même faire des investissements hasardeux. Son nez dans les comptes. Après, il y a le cas de la personne qui fait des investissements hasardeux. Ça existe aussi. Ça existe souvent. Et c'est pareil. En fait, on peut pas... avoir délégué les finances et l'épargne du couple et après se plaindre et dire ah oui mais écoute si tu m'en avais parlé on n'aurait jamais investi là-dedans. Ouais. C'est pas possible en fait. Bon, c'est assez rare mais c'est pas possible d'avoir une confiance tellement aveugle en la personne avec laquelle on vit qu'on s'imagine que c'est un surhomme ou une surfemme champion mondial de l'épargne et des investissements. Enfin, il y a quand même, y compris chez les gens dont c'est le métier, des gens qui font des erreurs et des erreurs qui leur coûtent cher. Donc il faut faire appel à son bon sens dans ces cas-là et dire non, pour les gros investissements, on y va à deux. C'est aussi mon argent, parce que souvent, c'est l'argent du couple quand les gens sont mariés en communauté. Donc, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Et ne m'explique pas que j'y connais rien et que je vais rien comprendre, parce que normalement, toute épargne et tout produit qui fait appel à l'épargne publique doit être suffisamment facilement compréhensible par... une grande majorité de personnes. Donc il faut absolument mettre son nez dans les comptes. Donc il y a ce genre de situation. Donc les situations où on est avec quelqu'un de malhonnête, les situations où on est avec quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait des investissements complètement délirants. Il y a les situations où on se retrouve avec quelqu'un, ça peut arriver, qui dérape, qui a toujours eu un comportement à peu près rationnel et qui d'un coup se met à faire des dépenses inconsidérées.
laisse le compte dans le rouge, ne paye pas les impôts, a cette espèce de phobie administrative avec les PV de stationnement, les amendes, les trucs. Et là, on se retrouve assez facilement avec des rappels qui coûtent cher, des choses, des avis à tiers détenteurs, donc le compte bloqué, etc. Ça, c'est pas possible non plus, en fait. Ça peut pas arriver parce qu'on a décidé que c'est l'autre qui s'occupait de ça. C'est l'autre qui s'occupait de ça. Et puis, il y a une dernière situation, alors qui est vraiment la plus difficile. C'est la situation où l'un des deux meurt brutalement et accidentellement, et où l'autre se retrouve sans savoir remplir une déclaration d'impôt, où il n'a pas les codes d'accès, sans avoir les codes d'accès. Bon, ça se récupère, mais enfin on perd un temps fou, sans savoir ce qu'il y a sur les comptes, sans comprendre pourquoi telle ou telle chose ont été faites comme ci, comme ça. Et là non plus, c'est pas possible en fait. C'est déjà suffisamment compliqué et triste de se retrouver dans ces situations-là. Si en plus on doit se retrouver dans une panade financière parce que on comprend pas ce qui se passe, c'est trop dur. Donc non, il faut être responsable et il faut se pencher sur les deux comptes. Et tu le disais tout à l'heure en plus, c'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser l'autre nous tenir ce discours de non mais chérie, tu vas rien comprendre parce que ouais, je te vois sourire, mais c'est en fait si l'autre se préoccupe un tant soit peu de notre avenir, de notre protection, de notre futur, il doit prendre ce temps pour nous expliquer. Mais c'est surtout qu'en plus, alors bon, là on est dans un schéma un peu caricatural où c'est un homme qui dit « Ma chérie, tu vas rien comprendre », ça peut être dans l'autre sens, mais quand on est co-investisseur, aujourd'hui quand on investit dans un produit financier, on doit remplir des questionnaires pour dire qu'on a déjà eu affaire à ce type de produit ou qu'on n'a pas eu affaire mais qu'on comprend les implications, etc. Et donc, on ne peut pas être juste celui ou celle qui signe en bas du papier pendant que l'autre a coché toutes les cases en disant oui, j'ai déjà eu affaire à ce genre de produit, oui, je connais les risques, oui, je sais que je peux perdre beaucoup d'argent et oui, je m'engage à ne pas me retourner contre la personne qui me l'a vendu. C'est pas possible, on peut pas signer en bas de ce genre de questionnaire sans avoir lu. Donc quand on est co-investisseur, on se préoccupe de savoir ce qu'on a signé et ce qu'on a acheté ou ce dans quoi on a investi. C'est de la responsabilité de base. On fait pas une confiance aveugle à celui qui co-signe le papier. Enfin, je m'énerve un peu, mais c'est quand même délirant aujourd'hui en 2020 de signer en bas d'un papier sans savoir ce qu'il y a dans le papier. Voilà. Et c'est pas parce que ta moitié t'a dit vas-y, tu peux y aller, que tu dois lui faire une confiance aveugle, parce que parfois ta moitié se trompe. Voilà. Et du coup, on parle là de répartition des rôles au sein du couple, et en fait on n'a toujours pas abordé la question de la répartition de l'argent au sein du couple parce que quiconque a assisté à un mariage ou s'est marié d'ailleurs a entendu cette phrase par l'officier d'état civil qui dit que les époux doivent contribuer, attends, j'essaie de te le faire par cœur, les époux doivent contribuer à hauteur, c'est n'importe quoi, mais les époux doivent contribuer à hauteur de leurs moyens. Voilà, bref, ouais, c'est un peu le sujet. En vrai, c'est une règle qu'on considère assez basique, qui dit qu'on fait prévaloir l'équité sur l'égalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans un 50-50 et qu'on va se préoccuper des revenus de chacun, mais c'est pas si simple. Alors, c'est pas si simple déjà parce que, moi je peux te le dire, hein, c'est passer d'un... typiquement, tu le disais tout à l'heure, au début on est à 50-50, puis après la vie évolue et on remet pas en cause ce 50-50. Ben, c'est pas facile de remettre la question sur la table. Donc il y a cette problématique-là de la gêne, de ne pas être dans une égalité pure. C'est peut-être plus facile quand on se met en ménage et que y en a un qui a enfin les revenus sont dès le début très très déséquilibrés, on s'accorde sur une répartition
etc. Et puis sur le sujet de la répartition, il y a aussi cette fausse bonne idée de se répartir les postes de dépenses. T'en parles pas mal alors dans ça le c'est livre. beaucoup plus embêtant. Toi tu vas payer ça, moi je vais payer ça, toi tu vas payer ça, moi je vais payer ça. Ça correspond à peu près à soit 50-50, soit 40-60, voilà. Et puis on est bien, les bons comptes font les bons amants. Hop hop hop. Et ça, il paraît parce que j'ai lu le livre, c'est une catastrophe. Bah, c'est une catastrophe, surtout quand on se répartit pas la maison et les impôts. Voilà, après, si on a envie de partager les petits pois et les courgettes, on peut le faire. Mais il y a beaucoup de situations très caricaturales, mais qui sont arrivées des dizaines et des dizaines de milliers de fois, dans lesquelles, et là encore, c'est souvent les femmes qui se retrouvent un peu lésées, dans lesquelles monsieur a payé la maison et madame a payé tout le quotidien pendant 25 ans. Ouais. À la fin Moi, j'ai un ami qui a vécu ça. Hein. Et ça a été très difficile au moment du divorce. Hein. Parce que pour faire valoir que madame avait payé 20x années de quotidien pendant que monsieur remboursait le prêt, la totalité du prêt du coup, contracté au nom des deux. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'elle n'a pas ou peu obtenu gain de cause dans cette histoire, quoi. Alors il y a de plus en plus de jurisprudence qui va dans le sens de celui qui n'a pas payé, celui qui a payé le quotidien. Mais déjà, le propre de la jurisprudence, c'est d'évoluer en permanence. Donc on n'a pas de certitude que ce qui est valable aujourd'hui sera toujours valable demain. En revanche, pouvoir tracer les remboursements de la maison et dire j'en ai remboursé la moitié ou j'en ai remboursé 40% tous les mois pendant 15 ans, pendant 20 ans, et ben, c'est quand même nettement plus simple que de s'engager dans une procédure qui va durer 4 ans devant les tribunaux et dont l'issue est incertaine. Donc là-dessus, il y a vraiment une chose sur laquelle il faut absolument pas lésiner, c'est que la maison, elle est payée avec un compte joint, à mon sens, qui est un compte joint dédié, et c'est la première chose que chacun alimente, c'est ce premier compte que chacun alimente tous les mois pour rembourser la maison. Bon, on parle encore une fois des gens qui achètent une maison, parce que bah, c'est le poste sur lequel ça fait le plus mal s'il y a une séparation et des gens qui sont de mauvaise foi. L'immobilier, c'est 60% du patrimoine des Français. C'est vraiment, en général, surtout chez des gens qui sont très jeunes, c'est le seul capital. Donc, si leur seul capital, finalement, ils se rendent compte que, eh bien, en fait, ils n'en sont pas du tout propriétaires ou qu'ils doivent rembourser une très grande partie à la personne dont ils se séparent, c'est un vrai problème. J'ai appris plein de choses en lisant ton livre. Et puis d'ailleurs, en fait, ça rejoint ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire tu l'as pensé comme une mise en garde face à l'insouciance de l'amour. Et du coup, j'ai appris plein de choses sur les rouages des différents statuts d'union, de matrimoniaux, les implications que ça avait. J'avoue que j'ai découvert des choses qui m'ont glacée, qui m'ont vraiment refroidie. Et du coup, alors tu fais clairement tu passes en revue les points saillants des différents régimes, donc l'union libre, le Pacs et le mariage sous ces deux régimes différents, c'est-à-dire le régime de droit commun, la communauté réduite aux acquêts, et le régime de séparation de biens, enfin, le contrat de mariage entre guillemets. Et j'ai appris énormément de choses, et notamment sur les aspects de protection du conjoint, parce que bon bah on peut la faire simple, mais union libre, rien du tout, peanuts, zéro protection. Oui, tu n'es personne aux yeux de la société en fait. Tu peux vivre avec quelqu'un depuis 40 ans et tu n'as aucun statut. Si jamais il arrive quelque chose à la personne avec laquelle tu vis, tu n'es personne. Donc tu n'as aucun droit sur son patrimoine, tu n'as aucun droit sur sa retraite. Et donc il faut avoir
il faut avoir les reins bien solides, en fait, pour vivre très longtemps en union libre. Il faut être soi-même très très fortuné, en fait. C'est presque un sport de riche, en fait, l'union libre, hein, parce que si tu n'as pas de moyens et que tu n'as pas pensé à avoir une forme de protection, c'est très compliqué. Je dirais même plus, tu es encore plus vulnérable en union libre quand il y avait une grosse différence de revenus. Bien sûr. Et que effectivement, tu es celui qui avait les revenus les plus faibles. Tout d'un coup, tu peux plus assurer le train de vie que tu avais avant, et puis tu as droit sur rien, donc c'est un retour à la case départ, entre guillemets. Et il y a cette différence fondamentale entre le Pacs et le mariage sur la protection du conjoint. J'avoue que c'est un aspect qui m'avait un peu échappé, que le conjoint dans le régime du Pacs n'est pas protégé. Déjà, le Pacs, c'est un régime de séparation de biens, ça je le savais, mais qui protège pas le conjoint, pas comme le mariage en tout cas. En fait, c'est pas la vocation du Pacs. La vocation du Pacs, c'est pas de mettre les choses en commun. C'est une forme d'organisation de vie à deux, mais qui n'avait pas vocation au départ à protéger le conjoint. Et donc, par exemple, une personne qui est pacsée n'a aucun droit à la retraite sur la retraite de son partenaire, contrairement aux personnes qui sont mariées, qui ont droit pour une certaine partie et sous certaines conditions à ce qu'on appelle une pension de réversion. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que le partenaire de Pacs ne fait pas partie des héritiers. Et donc, en fait, les 3/4 des gens qui se sont pacsés à un moment ou à un autre et pensent que du coup, le Pacs les met à l'abri, se trompent complètement. Le Pacs ne te met à l'abri que si tu rédiges dans la foulée, ou un peu plus tard d'ailleurs, un testament qui désigne ton partenaire comme un de tes héritiers. Il ne peut pas être l'héritier principal, il n'a droit qu'à ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Non, je dis n'importe quoi. Il n'a droit qu'à ce qu'on appelle la quotité disponible. La réserve héréditaire étant la partie qui est dévolue aux enfants et qui est de 50% si c'est un enfant, 2/3 si c'est 2 enfants et 3/4 si c'est 3 enfants ou plus. Le partenaire de Pacs, lui, n'a droit qu'à le reste, la quotité disponible. Bon, mais la quotité disponible, c'est déjà mieux que rien. Oui. Et en plus, cette quotité disponible, il la perçoit sans aucun droit de succession. Oui. Donc, en fait, c'est très important de le savoir parce qu'il suffit d'aller rédiger un testament, idéalement chez le notaire, parce que le notaire s'assurera que le testament est valide et surtout, il le fera enregistrer. Oui. Mais ça coûte rien en fait, ça coûte 50 € d'enregistrer non, ça coûte un peu plus cher, mais ça coûte quelques centaines d'euros si tu te fais conseiller sur la totalité. Non, je suis pas sûre de moi là-dessus. Sur le tarif, je veux pas te dire de bêtises. Dans tous les cas, même si c'est quelques centaines d'euros, c'est un investissement qui est très important. Par ailleurs, on peut se paxer chez le notaire. On peut faire les deux en même temps. Et le notaire, il enregistre aussi le Pacs. Sur le mariage maintenant, alors il ne s'agit pas de faire un cours de droit, l'idée c'est pas ça, et l'idée c'est évidemment, tu l'as dit, c'est une mise en garde, mais moi j'ai appris en lisant, enfin j'ai pas appris en lisant, ça a ravivé des souvenirs, ça m'a mis en face de la réalité du fait de ce que ça veut dire la communauté de biens et le mariage, le régime de droit commun, la communauté de biens réduite aux acquêts et notamment ce que ça impliquait sur certaines réalités. La communauté de biens, c'est que globalement tout ce qui est acquis après le mariage, hors dons venant des enfants héritage, revient dans la communauté, dans la communauté de biens, donc appartient à 50-50 aux deux. Et là il y a des exemples, le diable se cache toujours dans les détails quoi. C'est-à-dire que si j'hérite d'un bien d'un parent mais sur lesquels je retire des loyers, les loyers rentrent dans la communauté de biens, donc ça appartient aux deux. Il y a tous ces petits détails que tu décris dans le livre qui sont on oublie quoi. On oublie ou on n'a jamais pensé à ces subtilités là. Oui, quand tu
par exemple, tu récupères un bien qui te vient de tes parents, effectivement, ce bien-là est ce qu'on appelle propre, c'est-à-dire qu'il est à toi, mais les revenus des propres... Ou si tu le vends. Non, alors il est à toi. Ouais. Les revenus qu'il va te procurer sont communs, Ouais. ils tombent dans la communauté. En revanche, si tu le vends, il reste à toi, mais il va falloir le prouver. Il va falloir prouver qu'il ne rentre pas dans la communauté, donc il faut faire ce qu'on appelle chez le notaire une clause de remploi. C'est-à-dire que quand tu vas réutiliser les fonds issus de la vente de cet appartement, il faudra que tu marques que c'est le remploi remploi d'un bien propre. Parce que si tu les récupères, que tu mets sur le compte commun, paf, ça rentre dans la communauté. Tant pis pour toi, il va falloir te lever de bonne heure pour le prouver. Bon, après, si c'est issu de la vente d'un bien immobilier, ça sera pas très compliqué. Il y a des actes quand même, etc. Mais là, il ne faut pas jouer non plus avec ces choses-là. Il faut être un peu prudent. En général, les notaires ont tendance à alerter un peu leurs clients là-dessus. Il y a un cas plus compliqué, c'est celui de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est mariés. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Je suis mariée, je crée une entreprise. Toute seule, par exemple. J'en suis 100% actionnaire. Cette entreprise fleurit. Je sais pas, je vends des petits trucs. Je me crée un e-commerce en ligne, par exemple. Ça marche très bien. Ça me génère un revenu de 3, 4, 5 000 euros par mois. Super. Je me sépare. Même si cette société m'appartient à 100%, en fait, elle appartient à la communauté. Donc, mon ex-conjoint, mon ex-mari, dans mon cas, mon ex-mari, en détient la moitié. Oui, il peut revendiquer la moitié de la valeur de l'entreprise. Alors, ça peut être très embêtant pour plusieurs raisons. D'abord, tu peux avoir sur un compte la moitié de la valeur de l'entreprise, mais dans les 95% des cas, c'est pas du tout le cas. Oui, donc tu peux pas payer... Ton entreprise, très souvent, c'est ton seul capital et tu n'as pas le cash pour lui payer la moitié. Donc, dans ces cas-là, tu as deux solutions. Soit tu vends, et donc tu peux dire adieu à ta boîte, en fait, et donc ça veut dire que tu te retrouves dans la situation où non seulement ta vie personnelle est bouleversée parce que tu te sépares, etc., mais en plus, ta vie professionnelle est complètement changée aussi parce que tu n'as plus ta boîte. Donc soit tu vends, soit tu es obligé de faire rentrer un nouvel actionnaire au capital et parfois dans certaines situations tu fais rentrer quelqu'un que tu n'avais pas envie de voir rentrer au capital et puis ou de toute façon si tu étais habitué à bosser seul, même si tu t'entends bien avec la personne, c'est quand même pas la même chose que quand tu étais seul aux commandes. Et donc c'est un sujet, il y a pas mal de gens qui n'y pensent pas parce que souvent au moment de créer une boîte on se dit je vais déjà créer une boîte qui va me permettre de me nourrir, de subsister et de faire vivre la famille. Et on n'imagine pas toujours qu'on va créer une boîte ultra prospère. Mais c'est toujours la même chose. À l'inverse, il y a d'autres situations dans lesquelles on crée une activité professionnelle indépendante et où si on est en communauté de biens et que la société a des créanciers qui viennent réclamer le montant de leurs créances, en fait, ce sont les biens de la communauté qui sont exposés. Donc là, c'est une autre façon de prendre le sujet qui fait que c'est pas toujours idéal d'être en communauté de biens quand on a une boîte ou quand on a une activité indépendante. Quand on est en profession libérale ou en auto-entrepreneur, c'est pas toujours très facile. En fait, moi, ce que j'ai retenu du livre, c'est ne serait-ce que pour ces petits cas, mais il y en a plein d'autres en fait. Tu prêches clairement pour ce qu'on appelle la séparation de biens ou le contrat de mariage, qui n'a pas le vent en poupe parce que encore une fois, on est toujours dans cette histoire de c'est mesquin de parler d'argent dans le couple, c'est mesquin de ne pas vouloir mettre en commun, etc. Et en gros, on sort du ce qui est à toi est à moi et on reste dans le non, il y a ce qui est à moi et il y a ce qui est à toi.
Et du coup, moi, j'ai jamais assisté à un mariage où un contrat de mariage avait été fait, alors que je connais des gens qui sont dans toutes les situations qu'on a citées, des gens qui avaient hérité de biens, des gens qui ont fait des investissements locatifs en propre avant de se marier, des gens qui ont des sociétés, etc. Donc moi, ça m'a vachement alertée et c'est important de redire, je pense que on fait un peu catastrophiste toutes les deux. Quand tu lis le bouquin, ça te fait un peu l'impression de mélanger vraiment des aspects hyper légaux, rébarbatifs, à l'amour, au mariage. Oh, c'est bon, on n'a pas envie de se préoccuper de ces choses-là, quoi. Mais en fait, c'est non seulement c'est très très concret, et puis il faut rappeler que le divorce, c'est pas juste un risque, c'est statistique. Ouais. 40% des couples qui se marient aujourd'hui vont finir divorcés un jour ou l'autre. Donc, il faut l'avoir en tête. Ça peut arriver. C'est vraiment l'ordre du possible. Il ne faut pas se dire « moi, jamais », etc. Alors, sur ta question, moi, en fait, je préfère le régime en séparation de biens parce que je le trouve plus clair et plus facile à comprendre, en fait. Et qu'on peut t'expliquer... On peut t'expliquer le contrat en communauté réduite aux acquets en te disant ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est commun, ça c'est commun. Il y a tellement d'exceptions et de petites choses et de petits détails que finalement, dans 2 jours, tu auras tout oublié. Et donc, les gens vont se retrouver avec des surprises, des choses très, très compliquées à gérer. Le contrat de séparation de biens, au moins, il a un mérite, c'est qu'il est clair. Et donc... et moi je trouve que c'est pour ça qu'il devrait être privilégié. Et puis par ailleurs, le côté tout ce qui est à toi est à moi dans le mariage en communauté de biens, c'est pas vrai. Parce que je vais te donner un exemple d'une famille où il y a l'un des deux qui a des parents très bien dotés, donc qui va plus tard hériter ou qui a reçu des donations importantes, etc. Ces biens-là ne seront pas fondus dans le patrimoine du couple. Donc, finalement, le fait de dire « Ah, mais la communauté réduite aux acquets, c'est le seul régime qui soit pas mesquin », c'est pas vrai. Il y a quand même une distinction très nette qui s'opère sur certains biens. Ouais. Donc, finalement, pourquoi ne pas faire la distinction sur... les biens qu'on gagne. Et en fait, je pense que c'est encore plus important de faire un régime en séparation de biens, un contrat en séparation de biens, quand on est dans une situation où les deux ont des patrimoines déséquilibrés, parce que s'il y en a un qui a beaucoup de patrimoine et pas énormément de revenus, et un autre qui a pas de patrimoine mais qui a beaucoup de revenus, les revenus de celui qui a des revenus sont partagés en deux. En revanche, le patrimoine de celui qui a du patrimoine, parce que ça lui vient de sa famille, lui, n'est pas partagé. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est totalement inéquitable. Et donc, ce régime de communauté réduite aux acquets, dans ces cas-là, il est inéquitable. Et ça me fait penser à un autre cas aussi, c'est celui des familles recomposées. Pour le coup... sur la question de la protection des enfants à la succession, quand on se remarie, là c'est pareil, là on rentre dans des situations qui peuvent être extrêmement complexes et pour lesquelles il vaut mieux pas laisser les choses un peu au hasard à la fleur bleue de l'amour, quoi. Non, alors en plus c'est un sujet sur lequel beaucoup de spécialistes du patrimoine pensent d'abord protection du conjoint. Et si tu réfléchis pas bien aux implications que ça a, tu ne lis pas en deuxième intention protection du conjoint égale parfois désavantage des enfants du premier lit. Alors, il faut vraiment, quand on a en face de soi un notaire ou un spécialiste du patrimoine, dire attention, mes enfants ne sont pas tous nés de la même personne et je ne veux pas désavantager mes premiers enfants par rapport aux enfants de mon deuxième mariage. Et puis, je ne veux pas pénaliser mes premiers enfants par rapport à mon mari ou ma femme ou mon partenaire de Pacs. C'est très important
Parce que souvent, je sais pas bien pourquoi, mais les gens, quand ils parlent protection du conjoint, ils oublient complètement que ils ont eu 2 enfants. Il y a eu une première famille où ils comprennent pas bien les implications que ça peut avoir, et on voit des situations assez dramatiques. Bon, je pense que là, avec la succession de Johnny, on a tous bien compris le message. Bon, la succession de Johnny, il y a en plus un problème de droit international privé qui s'est greffé là-dessus, parce qu'on ne savait pas si ça relevait du droit américain ou du droit français. Mais c'est quand même très important quand on pense à ces sujets-là et que on prépare sa succession, ou juste quand on se remarie, de signaler au notaire, aux spécialistes du patrimoine, et de consulter quelqu'un, un avocat ou un spécialiste du droit, pour dire voilà, moi j'ai déjà 2 enfants, je me remarie avec monsieur ou madame, on aura peut-être d'autres enfants, qu'est-ce que je peux faire pour que s'il m'arrive quelque chose, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve à peu près son compte, et que personne ne soit floué, parce que ça crée des situations dans les familles qui sont très difficiles après. Écoute, on va arriver vers la fin de l'épisode. J'ai sous les yeux ta conclusion, c'est les 10 règles d'or pour que couple et argent fassent bon ménage. Alors c'est vrai qu'on peut repasser en revue certains conseils qu'on a donnés. Effectivement, l'idée c'est de pouvoir cerner rapidement la relation que l'autre a avec l'argent. En 2, d'aborder ouvertement les questions d'argent et d'établir des règles. En 3, de revoir ses règles régulièrement. En 4, de viser l'équité plutôt que l'égalité dans la répartition des dépenses. En 5, respecter le partage des tâches financières. Donc on évite de se partager, toi tu prends ça, moi je prends ça, mais on essaye de plutôt faire du X% de l'un, X% de l'autre sur toutes les dépenses. Et surtout on remplit toutes les déclarations d'impôts, et on fait les tâches administratives liées aux finances à 2. C'est ça, les tâches financières, le partage des tâches financières. Tout à fait. Et ça va en lien avec le conseil d'après, qui est pour les dépenses importantes, on l'a vu, donc c'est notamment les prêts immobiliers et les impôts, conserver des traces du paiement de chacun, utiliser un compte joint spécifique pour ces grosses dépenses-là, mais de manière générale, on est quand même pro compte joint, toutes les deux, hein, qu'on se le dise. Bien se renseigner avant de choisir un régime matrimonial. Conseil numéro 9, relire avec précaution son contrat de mariage ou de Pacs avant de le signer. Alors vous avez entendu Héloïse, c'est important de relire les contrats avant de les signer. Hein. Et 10, la clé d'une séparation réussie, dialoguer et faire des concessions. On peut rajouter ne pas déléguer la gestion à son partenaire. Toujours s'éduquer, s'informer sur les finances, parler. Je pose toujours cette question avant la fin d'un épisode. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être riche ? Oula, vaste question. Elle met toujours un peu... Elle déstabilise toujours un peu cette question. Vaste question. Pour moi, c'est avoir suffisamment avoir un matelas suffisant pour pas se poser la question du quotidien, en fait. J'ai peut-être une vue assez réductrice de la richesse, mais vraiment, à partir du moment où on a satisfait ses besoins fondamentaux et un petit peu plus, je considère qu'on est déjà riche. Partir en vacances, c'est un luxe. Voilà, c'est ça pour moi la richesse, c'est pas avoir 3 jets et être invité au sommet de Davos, c'est vraiment avoir un confort de vie suffisant, mais surtout n'avoir aucune vraie préoccupation matérielle. Après, il y a d'autres richesses. Une forme aussi de sérénité, ne pas avoir de charge mentale. Bien sûr. Liée à l'argent, en fait. Une grosse sérénité. Et après, je pourrais te faire une réponse très malhonnête en disant « Mais la richesse intérieure, c'est beaucoup plus important.
bon, oui, évidemment, enfin, mais la richesse intérieure des êtres, on a le temps de se pencher dessus quand on est un peu à l'abri sur le plan financier et donc la richesse culturelle, la richesse philosophique, etc. Et ben c'est formidable quand on a le temps de s'y pencher. Donc, et en fait, on a le temps de lire des livres, de réfléchir et de découvrir les autres quand on est financièrement un peu à l'abri. Ouais, d'ailleurs, dans les philosophies ou dans la religion bouddhiste que je connais plutôt bien, on dit que c'est beaucoup plus compliqué de s'élever spirituellement quand la préoccupation du quotidien, c'est de boire, manger, trouver des toilettes et un toit sur la tête. Donc effectivement, et l'aspiration, c'est de pouvoir avoir ce confort-là. Et puis ensuite, si possible, dépenser son argent pour les autres, voilà, dans la philosophie bouddhiste. En tout cas, c'est pas du tout excluant. Et... T'as des conseils de lecture pour les auditeurs sur des sujets de... T'as le droit de botter en touche, hein, mais il y a des livres qui t'ont inspiré. Non, je botte en touche parce que je lis assez peu sur ces sujets-là. Parce que tu lis déjà tous les jours sur ces sujets. Je travaille beaucoup sur ces sujets. Je lis les journaux sur ces sujets. J'avoue que je suis pas une grande... lectrice d'ouvrages sur ces sujets-là, c'est peut-être pas... tu as totalement le droit de faire autre chose de ton livre. Merci beaucoup Héloïse. Avec plaisir Delphine. C'était super de pouvoir échanger. Merci de m'avoir accueillie chez toi. Et puis et merci pour tes super conseils sur... franchement, la lecture m'a beaucoup m'aider dans la vie. Donc merci encore une fois d'avoir joué le jeu de l'épisode. Très bonne journée. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Je mettrai toutes les références de l'épisode et les liens de contact d'Héloïse en description de l'épisode sur budget-chéri.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. C'est la meilleure façon de me soutenir et de faire connaître le podcast à encore plus de gens. Et vous pouvez aussi évidemment en parler autour de vous. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.